Bonjour, bienvenue sur la chaîne, c'est l'épisode 30 de la décade manga aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous présenter mes achats du mois. Ils sont nombreux ce mois-ci, surtout en occasion. Et puis mes lectures, et j'en ai eu de très bonnes, donc c'est parti. On va commencer par les achats. J'ai fait quelques achats en neuf quand même, notamment les tomes 4 et 5 de Nodame Cantabile dans cette superbe édition Masterpiece. J'avais été un tout petit peu en retard sur l'édition, mais voilà, c'est rattrapé. Euh, Évidemment, j'ai acheté le tome 47 de Chiaya Furu. Euh, Ça fait quoi, même pas 2 minutes de vidéo et j'ai déjà prononcé le nom de cette série. Bienvenue, bienvenue sur la chaîne. Et évidemment, j'ai lu le tome 47 de Chiaya Furu. On se dirige tout doucement vers la fin puisqu'il y a 50 tomes. Je crois que la série finit au 50e. On en reparle tout à l'heure puisque je l'ai lu. Et puis l'autre achat en neuf que j'ai fait, c'est le tome 1 de Songe de nuit ambrée. Et puis on va en parler tout à l'heure aussi puisque je l'ai lu. Ensuite, tout le reste, c'est des achats d'occasion. J'ai fait une petite... j'ai fait plusieurs commandes. Une chez Gibert notamment, où j'ai trouvé les tomes 4 et 5 de Hug Me Please. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'avais pas été hyper convaincue par les tomes 2 et 3, donc à voir. Pardon. Sachant que c'est une série en 6 tomes. Donc en fait le plan c'est plutôt d'essayer de trouver le 6e tome quand même et de lire l'intégralité de la série et puis peut-être de revendre ou de garder, on verra plus tard. J'ai trouvé aussi, ça fait partie des séries que je complète petit à petit, je parle du tome 5 de A Sign of Affection. J'ai lu que le 1, j'avais beaucoup aimé, je complète au fur et à mesure selon ce que je trouve en occasion et je pense que je lirai plus tard, quand j'aurai plus de tomes à lire. Euh, Ça fait partie des trucs que je prends le temps de chercher en occasion et d'acheter comme ça au compte-gouttes, ça me pose pas de problème. J'ai trouvé le tome 1 de Glouton et Dragon, ça faisait un petit bout de temps que je cherchais à commencer cette série. C'est fait, je l'ai lu, on en parle tout à l'heure. J'ai trouvé aussi le tome 1 d'Aux côtés du Dieu Loup. C'est une sortie assez récente, mais bon, je l'ai déjà trouvé d'occasion. J'en ai entendu plutôt du bien, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le lire, donc on en reparlera dans une autre décade. J'ai acheté les 2 premiers tomes de Insomniac. Pareil, j'en ai entendu du bien. J'aime plutôt bien tout ce qui est ces mangas tranches de vie, de toute façon. Mais je les ai pas lus non plus. J'ai lu plein de trucs, à rassurez-vous, mais ces deux-là, pas encore. Donc on en reparlera une autre fois. J'ai trouvé aussi le tome 1 de Chibi Maruko-chan. C'est pareil, c'est tout récent comme sortie, mais je l'ai déjà trouvé d'occasion. Mais je l'ai pas lu non plus. C'est un thème. J'ai trouvé le tome 5 de Tokyo Tarareba Girls, une série que j'aime plutôt bien, mais que j'ai assez de mal à trouver en occasion. Donc au compte-gouttes. Et puis pareil pour la lecture, on verra ça plus tard. Et puis j'ai trouvé le tome 1 de Full Metal Alchemist dans l'édition Perfect. Je crois que c'est Perfect. Je me contredirai si jamais il y a un pépin. Donc voilà les achats que j'ai fait chez Gibert. Ensuite j'ai fait une commande Momox où j'ai trouvé L'amour est dans le thé tome 4. Pareil, c'est relativement récent comme sortie. Je ne l'ai pas encore lu parce que le tome 5 sort début décembre peut-être. Ou alors il vient de sortir la semaine dernière, je sais plus. Bon, bientôt. Donc si je crois qu'il est sorti la semaine dernière. Donc j'attends d'avoir le tome 5 pour enchaîner la lecture du 4 et du 5. J'ai trouvé aussi, oui, le tome 6 de Tokyo Tarareba Girl, je vous parlais du 5 il y a quelques secondes. J'ai trouvé le 6 aussi, curieusement. Coup sur coup, j'ai trouvé 2 tomes de suite. Assez incroyable. J'ai sauté sur l'occasion, c'est le cas de le dire. J'ai trouvé le tome 7 de Sakura Saku. Pareil, c'est une sortie assez récente. La série me plaît plutôt bien et je crois qu'elle finit en 9 tomes, donc on se rapproche tout doucement de la fin. Je vais peut-être attendre, acheter au fur et à mesure, tout relire d'un coup, fort probablement. J'ai trouvé le one-shot, j'imagine qu'on dit PXP, je suis même pas sûre. Comment dire, c'est un one-shot du coup, je l'ai déjà dit, mais je le redis, de la mangaka Wataru Yoshizumi, dont juste derrière moi vous voyez Marmelade Boy entre autres. C'est vraiment les tout premiers mangas que j'ai lus. Et j'ai découvert, je me suis rappelé, disons que il y avait quelques one-shots de cette autrice que j'avais jamais lus. Donc, je vais essayer de me les procurer. Je suis pas sûre que ça me plaise encore. Je sais pas, c'est une expérience à tenter.
J'ai trouvé une série que je lorgnais dessus depuis un petit moment, mais j'attendais de trouver les 3 tomes d'un coup, parce que c'est une intégrale en 3 tomes, je parle de Tokyo Allen Bros. Et bah, j'ai trouvé les 3 tomes d'un coup, en très bon état, donc je suis assez contente. J'ai pas encore eu le temps de les lire, mais ça ne saurait tarder. J'ai trouvé aussi le tome 2 de Pourquoi attendre. J'avais plutôt bien aimé le 1, sans gros coup de cœur, c'est pour ça que je n'avais pas acheté la suite. Et je crois que la série arrive déjà bientôt à son terme en 8 ou 9 tomes, un truc comme ça, bientôt. Là j'ai trouvé le 2, je me suis dit, bon, pourquoi pas, pourquoi pas. J'ai acheté aussi Look Back, le one shot. J'ai entendu parler en bien du one shot, mais aussi du film qui a fait une sortie éclair au ciné. Et dans la foulée, j'ai reçu un mail qui me disait qu'il était disponible sur Prime. Donc je pense que je vais regarder ça. Je pense que je vais d'abord lire le manga et je regarderai le moyen métrage du coup dans la foulée. Fort probable. Oui, certainement. Faut de quoi occuper ces longues soirées d'hiver. Ensuite, j'ai trouvé les tomes 9 et 10 de mon colloque d'enfer. Il ne me manque plus que le 11 pour compléter et tout lire. Je crois que j'avais lu les 2 premiers. Bon, j'avais plutôt bien aimé. Pareil, c'est le genre de série que je complète au compte-gouttes en occasion. J'y suis presque. Donc je vais bientôt pouvoir lire l'intégrale. J'ai trouvé dans ces commandes-là, du coup, Full Metal, on y revient, le tome 2 cette fois, et puis on va en reparler tout à l'heure parce que je les ai lus, et ouais, j'avais jamais lu Full Metal Alchemist avant, et c'est chose faite, on en reparle tout à l'heure. Et puis j'ai passé 2 commandes pas plus tard que tout à l'heure, donc je les ai pas encore reçues, mais je peux déjà vous dire ce que j'ai commandé dedans. Et à partir de là, mes achats de novembre seront terminés, parce que comme vous le voyez, j'ai déjà pas mal dépensé ce mois-ci. Je me rattrape un peu puisque août, septembre, octobre, j'avais rien acheté quasi. Donc oui, là je me suis un tout petit peu lâchée. J'ai trouvé du coup, il y a eu à la fois, je vous dis tout d'un coup, mais il y a une commande, encore une petite commande Momox et puis une petite commande Gibert aussi, mais je mélange tout, peu importe. J'ai trouvé les tomes 3, 4 et 5 de FMA, on continue. Ça vous donne un indice sur ce que j'ai pensé de la série, du coup, puisque j'achète la suite. J'ai trouvé le tome 2 de Glouton et Dragon, bah, ça vous donne un léger indice sur ce que j'ai pensé du tome 1. J'ai trouvé le tome 2 de Petit Requin, on avait parlé de ce recueil, qui est juste derrière moi là, rouge. On avait parlé de ce recueil tout en couleur d'histoire trop mignonne avec un petit requin dans une ville japonaise trop mignon. C'était, voilà, très mignon. Est-ce que c'est une priorité? Non, mais là, si je trouve en occasion, du coup, ça en devient une, oui, c'est sûr. J'ai trouvé le tome 3 de Pourquoi attendre, qui était très soldé, je crois que je l'ai payé moins de 4 euros sur Gibert, donc bon voilà. Comme je disais, j'avais plutôt envie de donner une chance à cette série. J'ai trouvé les 2 premiers tomes de My Love Story with Yamado-kun, level 999. Flemme de dire les chiffres. J'ai entendu pas mal de bien de cette série récemment, la part de 3 personnes différentes, mais en un court laps de temps, je me suis dit que voilà. Et les 2 tomes, les 2 premiers tomes étaient déjà d'occasion, alors que c'est quand même une sortie assez récente. Je crois que le 3 sort tout bientôt, ou si c'est pas déjà fait ces derniers jours. Bref. J'ai trouvé les tomes 6 à 9 de Sexy Cosplay Doll. On en a parlé la dernière fois. J'ai enfin lu les 5 premiers et j'ai franchement bien aimé, donc je suis assez content d'avoir trouvé les 4 suivants. Ça va être très bien aussi. Et puis, pour finir, un truc sur lequel je lorgnais depuis un certain temps, c'est un recueil d'illustrations Pokémon. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, j'ai aucune idée du nombre de pages, zéro info. Mais ça faisait un bout de temps que, voilà, qu'il était dans ma wishlist et que j'attendais éventuellement le trouver en occasion. Et là, je crois que c'est J. J'avais envie de dire, je crois que c'est chez Gibert. Peut-être pas, c'est peut-être Momox. Bon, peu importe. En général, il coûte une vingtaine d'euros et là, je l'ai eu à 15 quelque chose. Oh, des illustrations Pokémon, je crois que ça me plaira toujours de toute façon. Donc, je suis assez curieuse de découvrir l'objet. Voilà pour les achats. C'est déjà pas mal du tout. Et puis, du coup, on va passer aux lectures. Allez, c'est parti pour mes lectures. On va parler par ordre chronologique. Depuis le début du mois, le premier truc que j'ai lu est c'est une très bonne lecture.
J'ai vraiment bien aimé, et je le savais que j'allais bien aimer, et le tome 2 sort bientôt. J'ai très hâte. Ça s'appelle Face aux étoiles, c'est le tome 1. En 3 mots, ça parle de Go, donc vous voyez un petit peu le jeu de... Je sais pas si on peut dire échec, ça ressemble plus peut-être à des dames, peut-être qu'on dit plus... Ouais, parce que ce qu'on appelle des fois les échecs japonais, c'est le shogi. Là, le Go, ça ressemble peut-être plus à des dames. Soit dit en passant, le manga a marché sur moi parce qu'au bout de 2 chapitres, j'avais très envie d'apprendre le Go et de télécharger une appli ou de m'acheter un plateau de jeu. Donc, ça a marché. Mais vous savez que c'est ma came ce genre de manga de toute façon. Du coup, que je vous raconte quand même un peu de quoi ça parle. On va suivre Waka Karasuma qui a 13 ans, qui est une jeune collégienne du coup, et qui a appris le Go avec son grand-père, qui était joueur professionnel. Mais il se trouve que la famille, de manière générale, le trouvait plutôt sans cœur, et parce qu'il faisait passer le Go avant tout, et qu'il prenait pas toujours très soin de sa famille. Donc, ses enfants, ou du coup les parents de Waka ne sont pas très enclins à ce qu'elle fasse du Go, et pour l'instant, en tout cas au tout début, elle leur cache plutôt. Elle par contre, voilà, elle adore le Go, elle joue en secret du coup pour le moment, et puis bah, elle va rencontrer Sagisaka, un lycéen qui est joueur professionnel déjà, et puis bah, elle va se prendre un peu de passion pour le garçon, elle va se rendre compte que bah, voilà, qu'elle aime le Go vraiment, et du coup bah, elle va quand même l'annoncer à ses parents, et par la même occasion leur dire directement qu'en fait elle veut devenir joueuse professionnelle. Donc on passe du non non je joue pas au Go, je sais que grand-père a été plus ou moins rogné par la famille, à je marche dans ses pas. C'est parti. Ça se passe plutôt bien avec les parents quand même. Et puis bah à partir de là, bah on va la suivre dans son premier tournoi du coup. Et puis bah à partir de là, vous voyez le genre, mi-manga de sport, mi-manga culturel japonais à la tout ce que j'aime, Sons of Life, Marche comme Zin Like a Lion ou Akane Banashi, enfin Chiafu évidemment. À partir de là, bah, on va découvrir ses futurs compagnons ou ses futurs rivaux, ses adversaires de jeu, un ami d'enfance, enfin il y a tous les bons éléments, tous les bons ingrédients pour que ça marche, donc moi vous savez les mangas comme ça je les collectionne, donc c'est ma came, il n'y a aucun doute. Niveau graphisme, il y a une petite patte un petit peu Natsuki. Ah, pardon, oh, je bégaye ce soir, c'est une catastrophe. Il y a un côté un petit peu Natsuki Takaya, l'autrice de Fruits Basket, surtout dans les derniers tomes de Fruits Basket. Là, il y a un truc dans le chara-design qui m'y fait penser. J'ai trouvé que les dessins étaient pas magnifiques mais efficaces, ça marche très très bien. Ouais, une galerie de personnages, voilà, tous différents, tous. C'est ça que je trouve magique dans ces mangas-là, parce qu'ils sont tous passionnés par la même chose, donc le Go en l'occurrence, mais chacun à leur manière, avec un aspect différent, avec un aspect plus sportif ou plus affectif ou plus familial. Je trouve toujours ça beau et cohérent, et je vous dis, au bout de 2 chapitres, je voulais m'acheter un plateau de Go, donc voilà, sur moi ça a marché. Du coup, comme j'entends en parallèle beaucoup parler d'Hikaru no Go, évidemment que ça fait des années que je sais que ce manga existe, j'ai jamais eu le courage de me lancer. Là, j'ai juste lu le premier chapitre sur ma liseuse pour voir un petit peu. Ouais, si ça se fait pas avant 2025, je pense qu'Hikaru no Go fera partie de mes lectures 2025. Oui, ça, voilà, si ce n'est pas avant. Je commence à guetter en occasion, voir si je peux pas trouver cette magnifique perfecte édition. Tout ça pour dire, Face aux étoiles, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le tome 2 sort assez bientôt, donc j'ai très très hâte. Ensuite, j'ai lu les tomes 5 et 6 de The Blue Flowers and the Ceramic Forest. Vous commencez à comprendre la chanson puisque je vous en parle quasi à chaque fois. En 3 mots, c'est une romance adulte. Ça parle d'artisanat et puis ça se passe dans un Japon typique. Et juste pour vous resituer un peu, ça se passe en grande partie dans un atelier de poterie, de céramique, où on suit la relation entre j'ai pas noté leur prénom du tout dans mon résumé, c'est une catastrophe, entre les deux personnages principaux, qui au début, on n'est pas dans un enemies to lover, mais bon, il y a un petit côté comme ça. Au début, en tout cas, ils ont des points de vue professionnels assez conflictuels, et puis au fur et à mesure,
En tout cas, ils adorent travailler ensemble. Et peut-être même que ça va aller un petit peu plus loin. En tout cas, au niveau des tomes 5 et 6, sans trop vous spoiler, mais leur relation se concrétise. Et en tout cas, il y a un ex qui rôdait dans les parages dont on va se débarrasser une bonne fois pour toutes. Et on va aller de l'avant, ça fait plaisir. On a affaire à un joli couple. Moi, je les trouve très courtois et très respectueux l'un de l'autre, autant dans le privé que dans le travail, parce qu'on va les côtoyer maintenant de plus en plus, à la fois dans le privé et dans le travail. Je trouve ça très joli à voir. Le côté céramique, je trouve toujours ça intéressant. Comme je disais, ils adorent travailler ensemble, donc ça, ça crée ensemble, ça discute, ça travaille. C'est vraiment très très intéressant. Encore une fois, j'ai pas changé d'avis par rapport aux autres tomes. Le seul petit reproche que je fais à ce manga, c'est les dessins, que je trouve un peu plats. Il n'y a pas beaucoup de décors, il n'y a pas d'ombre du tout. En fait, je trouve ça un petit peu plat, du coup. Et la mise en page est très carrée, voire un peu froide. Je trouve ça un peu dommage, parce que vraiment, c'est un manga qui se lit très bien, et avec un joli décor, des jolis personnages. C'est dommage que visuellement ça soit pas à la hauteur du sujet. Ensuite, relu le tome 1 de Luca Vétérinaire Draconique et enchaîné avec le tome 2, Fantasy, School Life et puis Médecine. Parce qu'on va suivre, comme son nom l'indique, Luca qui est vétérinaire draconique en formation. Du coup, je vous explique un peu. Donc, Luca est adolescente, elle vit dans un monde peuplé de créatures qu'on appelle dragons, mais qui ont des formes vraiment variées, qui sont pas forcément les dragons ailés et reptiliens que vous imaginez. Certains ressemblent plus à des gros ours ou des énormes chiens, mais vraiment géants. Certains sont sauvages, certains sont domestiques, ils peuvent être au service des hommes, de l'armée, ils aident pour les transports par exemple. Dans le premier tome, elle prend une espèce de montgolfière tirée par un dragon, là du genre que vous imaginez, mais il y en a plein de plus terrestres si vous voulez. Et l'histoire commence au moment où Luca rentre dans une école de formation de vétérinaire. Sauf que, ce qui est un petit peu compliqué pour elle, c'est que son père était aussi vétérinaire draconique dans l'armée, et qu'il y a eu une guerre assez récente quand elle était plus jeune du coup, et qu'il est considéré comme un traître à sa patrie, et plein de gens lui en veulent parce qu'il y a au moins eu un village qui a été détruit par sa faute. Euh, mais on n'en sait pas plus. Est-ce qu'il est vraiment mort d'ailleurs? Dites-moi si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez, parce que au final c'est pas sûr du tout cette affaire. Bon, je spoile rien. Hein. Donc ça lui cause des ennuis. Enfin, en tout cas, elle est accueillie dans l'école par des gens qui savent très bien, qui connaissent très bien la réputation de son père. Et même si rien n'a été prouvé, ils ont une opinion assez définie de la question. On se doute qu'on va en savoir plus dans les prochains tomes. Pour l'instant, ça reste quand même très nébuleux, cette affaire. Luca, elle a comment dire, un caractère très affirmé, et du coup, voire têtu. Disons têtu, parce qu'en fait, elle a une sainte horreur de laisser mourir les dragons qu'elle estime pouvoir sauver. Et ça revient toujours un peu à un des enseignements de son père qui lui disait que du moment qu'elle avait la capacité de sauver une vie, il fallait le faire. Donc, elle a le chic de se mettre dans les ennuis, de ne pas toujours respecter sa hiérarchie, son professeur, toujours pour sauver une vie, c'est toujours ça le deal, mais c'est vrai. Alors, dans un monde où on suit des aventures, comme ça, il y a quand même une grosse réflexion sur la vie et la mort, sur la médecine, du coup, par rapport à cette question de vie ou de mort. C'est très 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 intéressant, sans être assommant philosophiquement, je veux dire, parce qu'on suit, on suit des aventures, il y a assez d'action quand même. Il y a des très très beaux dessins, vraiment les créatures, les personnages, le lore, c'est vraiment très très chouette. J'avais été bien surprise par le tome 1, je m'attendais pas à aimer autant. Et le tome 2 a confirmé, carrément confirmé, que c'est vraiment un très bon manga, une bonne lecture. On n'en entend pas beaucoup parler. J'espère que vous avez eu l'occasion de le lire si vous aimez ces univers-là de fantasy. C'est assez profond, donc je vous le conseille carrément. Ensuite, relu le tome 1 et enchaîné avec les tomes 2 et 3 de Studio Cabana.
Je vous avais dit grand bien du tome 1 dans une précédente décade. Je confirme. Je confirme que c'est un très très bon shoujo lycéen. Du coup, en 3 mots, romance, musique et puis school life. Je vous raconte un petit peu de quoi ça cause. On va suivre Yukari qui est une lycéenne relativement banale, mais avec un bon fond. C'est une gentille fille. Et elle a un franc-parler quand même qui la rend un petit peu différente, et une grande empathie, on va y revenir. Au départ, elle est agacée par Yusuke, qui est un garçon de sa classe, qui sèche souvent les cours et qui remplit pas ses tâches. Vous voyez le genre de tâches que les lycéens ou collégiens japonais ont à faire, le ménage, les cahiers de présence, ce genre de trucs. Et en temps normal, tout le monde se dirait bon bah il fait pas son boulot, on va le faire à sa place ou je ne sais quoi. Elle va le chercher. Souvent, il se planque sur le toit du lycée comme ils aiment bien faire là-bas. Et elle y va. En fait, elle va le chercher. Elle va dire bah t'as du boulot à faire en fait. Et bah petit à petit, ils vont se rapprocher. Et puis surtout au moment où Yukari va découvrir que Yusuke, en fait, il écrit des chansons, qu'il les chante aussi dans un groupe de rock. Et puis à partir de là, elle va s'autoproclamer sa fan numéro 1. Et puis ils vont devenir amis, évidemment. Pour peu que Yusuke veuille bien s'ouvrir un petit peu et se laisser approcher, parce que c'est pas gagné d'avance du tout cette affaire. Et puis on découvre assez vite qu'en fait il a l'air assez amouraché de Hikaru, qui est la guitariste de son groupe et qui a l'air d'être une jeune adulte, pas lycéenne en tout cas, plus vieille que lui de quelques années. Donc ça c'est en gros le tome 1. Dans le tome 2, je vais pas trop vous spoiler, mais enfin, il est vraiment bien amouraché de Hikaru et ça se sent pas très bon, c'est pas une relation très saine. Donc on va suivre Yusuke qui va s'ouvrir, on va en apprendre un petit peu plus sur son passé peut-être aussi. Mais voilà, je pense que Yukari, qui est carrément plus pure comme fille quelque part, va le ramener vers la lumière. En tout cas, c'est ce qu'on comprend, et peut-être lui rappeler que des relations saines, ça existe. Donc c'est un peu ça qui va se passer dans les tomes 2 et 3. Vraiment, c'est un très 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 joli shoujo lycéen. Il est lycéen mais mature, parce qu'il y a, bah, j'allais dire, il y a une histoire de sexe, alors on ne voit rien, mais puisqu'Hikaru, comme je vous disais, est plus vieille, c'est un peu plus mature que les autres shoujo lycéens qu'on pourrait dire qui se passent strictement entre lycéens et qui mettent 25 chapitres à s'effleurer de la main. Là, non. C'est un peu plus mature que ça. Vraiment, j'ai trouvé les personnages très attachants, bien cohérents, leurs pensées sont bien retranscrites, c'est toujours logique. Il y a des beaux moments très émouvants, il y a des jolis dessins. Musicalement, puisqu'on parle quand même pas mal de rock, de chansons, il y a des concerts évidemment. J'ai trouvé ça réaliste, j'ai trouvé ça bien transcrit. Honnêtement, c'est quasi parfait ce manga. J'ai pas de reproche à lui faire. Euh, le tome 4 est sorti, le 5 arrive début décembre si je me trompe pas, donc je vais pouvoir enchaîner 2 tomes. Je suis très contente. J'ai très hâte du coup. On en parlait un petit peu tout à l'heure, Sexy Cosplay Doll. J'ai lu le tome 5 courant début novembre, alors que les autres, je les avais lus plutôt le mois dernier. Du coup, juste un petit point sur le tome 5 pour vous dire que voilà, la série continue sur sa lancée, que j'aime toujours beaucoup, que c'est vraiment bien dessiné, qu'on a conçu une relation que je trouve très belle, très honnête, très sincère. Après, je me pose encore la même question que je vous ai posée l'autre fois. Est-ce que la même histoire, sans fanservice, sans voir sans arrêt la petite culotte de Kitagawa, est-ce que ça aurait pas pu être intéressant aussi? euh, mais bon, ce qui sauve, c'est l'humour. C'est doucement sexy, c'est très souvent drôle. Moi, c'est vraiment une bonne lecture. Alors, je sais que je suis très en retard, hein, parce que je crois qu'on est sûrement pas loin du tome 13 ou un truc comme ça. Moi, j'en suis tout doucement au 5. Mais je vous en parle quand même parce que j'ai passé un bon moment avec ce tome, un tome qui se passe plutôt en été. Donc évidemment, ça parle toujours de cosplay. Il y a des séances photos, il y a un festival, il y a un feu d'artifice, vous voyez le genre. Et puis, ce qui est assez intéressant quand même, bon, je reviens à cette histoire de fanservice un petit peu. Kitagawa, la fille, donc, elle est
carrément éprise, elle est séduite par Gojo qui est justement très candide comme garçon. Et même si elle se cosplay un des personnages toujours plus dénudés et plus sexy qu'au tome d'avant, ce qui pourtant ça partait bien déjà, mais c'est encore toujours plus, on n'a pas l'impression qu'elle en profite vraiment consciemment pour le séduire en fait. Et puis lui, il part pas du principe qu'elle veut lui montrer quoi que ce soit, parce qu'il est sans arrêt rougissant. Euh, il est clairement subjugué par la demoiselle, mais il est très respectueux et en général, quand il y a un cosplay trop dénudé, il se retire de lui-même et refuse de la voir dans le costume susnommé. Donc, il y a une vraie honnêteté, il y a un vrai respect entre eux qui est joli à voir. Et voilà, c'est ça qui est intéressant dans ce manga, c'est la relation entre ces deux personnages qui sont très bien faits tous les deux, avec, voilà, comme je disais, des jolis dessins, une belle honnêteté entre eux et un humour très présent. Donc vraiment, c'est une série qui me plaît beaucoup jusque-là et que je compte bien continuer. J'ai lu aussi le tome 6 d'Irayasumi, j'étais un petit peu en retard, mais c'est bon, j'ai tout rattrapé. Je vais pas trop rentrer dans le détail, mais j'ai trouvé que c'était un tome un petit peu plus mouvementé que les autres. Pourtant, on partait vraiment dans un tranche de vie des plus calmes, mais bon, la vie des fois fait que des choses se passent. C'est un peu ce qui arrive à nos personnages là. On a des disputes, il y a des remises en question. Il y a des interrogations assez poussées sur ce qui est utile ou superflu dans la vie. Vous vous rappelez qu'il y a des personnages, il y a un minimaliste entre autres, il y a une bordélique, il y a un je lève le pied, je prends au jour le jour, enfin bon. Il y a un peu de tout et c'est franchement intéressant. Le dessin, j'aime beaucoup, voilà, c'est rond, c'est doux, de manière générale, c'est bienveillant. Il y a toujours cette petite philosophie d'être ouvert au plaisir simple et tout. Moi, ça marche sur moi, carrément. Et bah voilà, on suit avec grand, grand plaisir Hirayasumi. Et je vous avoue que j'ai commencé, bah on en a parlé tout à l'heure, notamment j'ai trouvé les trois tomes de Tokyo Alien Bros, donc une série de Keigo Shinzo, le même mangaka que Hirayasumi, et j'ai hâte de découvrir ce que ça donne dans d'autres œuvres qu'Hirayasumi. On en parlait tout à l'heure, j'ai lu aussi le tome 1 de Songe d'une nuit ambrée, que je vous raconte un petit peu. On assiste à la rencontre dans un petit resto traditionnel au Japon, vous voyez le genre, une petite brasserie qui vient d'ouvrir. Donc il y a le patron et chef, il est chef cuistot aussi, qui s'appelle Ryuichi. J'ai eu du mal à le dire, pardon. Et il y a un client qui est là qui s'appelle Tetsuo, qui est photographe. Et puis on va suivre d'un peu plus près une designer publicitaire qui s'appelle Nana. Et ils vont se rencontrer là un peu tous les trois. Et puis ils vont se rendre compte qu'avec leurs compétences combinées, donc de chef, de photographe et de publicitaire, qu'ils vont pouvoir œuvrer pour la brasserie et en faire une brasserie, un restaurant reconnu, parce qu'elle a une petite particularité, enfin qu'ils vont trouver ensemble, euh, puisqu'on peut y manger des plats très traditionnels, mais toujours recommandés avec une bière artisanale qui va bien avec, vous voyez le genre. Euh, j'ai trouvé ça vraiment très sympa à suivre. C'est très gourmand du coup parce qu'on voit il y a de la bouffe tout le temps, bien dessinée. Et puis ça nous explique pas mal de trucs sur la bière. Ça nous présente voilà les différents degrés enfin les différents arômes, je veux dire, de bière, ça nous donne des trucs, ça nous donne le degré justement, ça nous donne la couleur de la bière, les arômes qui ressortent le plus, avec quoi ça se marie bien comme plat, du coup. En parallèle de ça, du coup, sans que ça soit jamais assommant, hein, y a pas de détails, il y a quelques petits apartés sur la fabrication de la bière, du coup, moi j'ai trouvé ça intéressant. Et en parallèle de ça, du coup, il y a une jolie histoire d'amitié entre les trois personnages dont je vous parlais tout à l'heure. Pareil, ils sont très plaisir simple, quoi. Ça les met très en joie de se. Ils prévoient jamais trop, mais ils se retrouvent toujours dans le resto, où ils vont essayer, ils vont goûter des choses. Il y a un moment, ils vont dans un salon pour déguster justement plein de bières artisanales et tout. Ouais, moi ça m'a bien plu.
C'est pas incroyable, mais ça m'a bien plu. Les dessins de nourriture, j'ai trouvé ça très joli. Le chara design, j'ai trouvé ça peut-être pas hyper soigné. Ça mériterait peut-être voilà, une petite touche de beauté en plus. Mais voilà, franchement, j'ai passé un petit moment sympa, gourmand. Et j'ai bien aimé. Potentiellement, j'achèterai la suite. Je m'attarde pas trop dessus parce que c'est le tome 47, mais j'ai lu le tome 47 de Chiaïafo. On est toujours dans le match au sommet, c'est un match en 5 manches et ça fait déjà plusieurs tomes que ça dure, mais c'est pas chiant du tout. Au contraire, c'est passionnant. Là, on en est à un stade où tout se mélange un peu quand même dans la tête des joueurs qu'on voit dans ces matchs au sommet. Euh, En même temps, vu le degré de sérieux du match et la fatigue de on a déjà fait 3 manches et il faut continuer et on joue notre vie en fait dans ce match, c'est la moindre des choses que ça prenne son temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on suit tous les personnages un peu en même temps, on passe de l'un à l'autre, on comprend ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il vit. C'est assez incroyable. C'est riche, c'est très riche. Donc là, ça parle évidemment, ça parle d'amitié, ça parle d'amour, ça parle d'ambition, ça parle de rivalité, mais il y a toujours un très beau respect entre tous les joueurs. Bah non, bah je suis décidément séduite par ce manga dont personne ne parle et ça me rend toujours aussi triste, mais moi je vous en parle à chaque fois en tout cas. Là en plus, voilà, il y a un certain suspense quand même, j'ai trouvé ça très riche dans l'écriture, mais sans être assommant. C'est toujours bien dessiné, c'est bien écrit. Que vous dire, je suis bientôt triste de me dire qu'il reste plus que 3 tomes à cette grande aventure, mais en même temps, je saurais pas dire comment ça se finit. Pour l'instant, je saurais pas. Donc, c'est que c'est plutôt bien conçu, puisqu'on sait. Je dis pas qu'on sait pas où ça va, on sait très bien où ça va, mais on sait pas quelle sera l'issue de ce match incroyable. Très envie de lire la suite du coup. J'ai lu le tome 1 des Noces des Lucioles, j'en avais beaucoup entendu parler, Glénat, ils ont fait pas mal de pubs autour. Que je vous raconte. Ça se passe au Japon au début du 20e, on va suivre Satoko qui a 16 ans, on dirait pas qu'elle a 16 ans, mais elle a 16 ans. Elle souffre d'une maladie de cœur qui a priori la laissera pas vieillir beaucoup. Et elle voudrait se marier, pas parce qu'elle en a personnellement très envie, mais elle voudrait ne plus être un fardeau pour son père, qu'elle adore, Papa Poule, et en même temps, ça lui permettrait de se débarrasser de sa belle-mère et de sa belle-sœur. Vous voyez le genre, la marâtre et la chouchoute. Bref. Sauf que, sauf qu'elle va se faire kidnapper. Et que parmi ces kidnappeurs-là, enfin, elle va se faire sauver de ces kidnappeurs qui sont sur le point de lui faire des trucs pas cool. Et rien n'est caché, hein, c'est assez explicite. Elle va se faire sauver par un gars qui était plus ou moins dans l'équipe des kidnappeurs, mais à qui on a dit faut qu'elle reste intacte, la jeune fille. Donc lui va zigouiller tous les autres. Il est tueur à gages, avec des sabres, et ça tranche bien, visiblement, ces choses-là. C'est assez sombre. Du coup, Satoko, elle réfléchit très vite, c'est une battante, ça c'est sûr qu'on peut pas lui enlever ça, et elle se sent en danger perpétuel parce que elle comprend que c'est peut-être sa belle-mère qui a commandité son kidnapping ou qui cherche à la faire tuer, donc elle sait qu'elle peut pas retourner chez son père et se faire chouchouter, donc elle va proposer à l'assassin en question, néanmoins sauveur, mais assassin quand même, de l'épouser, parce qu'elle se dit que la seule valeur qu'elle a, bah, c'est d'être la fille de son père et d'être d'une famille riche, et que peut-être lui, il a besoin d'un statut comme ça, et d'être protégé plus ou moins par une famille. Euh, du coup, il conclut plus ou moins un pacte, qui a l'air assez curieux, qui se décide en 2 temps 3 mouvements, c'est un petit peu curieux, et puis... les ennuis ne sont pas finis, puisqu'en fait, pendant son kidnapping, Satoko est du coup son sauveur fiancé, s'appelle Goto. Et en fait, ils ont été transportés sur une île qui est très surveillée, qui est un peu à l'image des quartiers de maisons closes qui existaient. Alors là, c'est carrément une île, pour vous dire qu'on ne sort pas et on ne rentre pas comme ça. Et la seule solution pour elle de sortir, maintenant qu'elle est là, même si personne l'a vue rentrer, ce qui est un tout petit peu bizarre peut-être, mais la seule solution pour elle de sortir, maintenant qu'elle est là, donc, c'est de devenir courtisane.
et de se faire acheter sa liberté par un riche client. Donc Goto reste dans un coin, mais Satoko pendant ce temps-là va se faire engager dans une maison close, ce qui pourrait peut-être marcher puisqu'elle est bien éduquée, ce qui était le cas des courtisanes. Voilà en gros un peu le tome 1. Résumé vite fait, mais vous voyez que c'est déjà riche en événements. Je suis assez mitigée sur cette lecture en fait. Il y avait des scènes violentes qui m'ont pas particulièrement plu. Littéralement, c'est un bain de sang quand ils zigouillent les kidnappeurs. Je trouve les dessins pas très beaux. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est pas un style qui me touche beaucoup. Goto, il est ultra flippant. Il est complètement violent, complètement insaisissable. Il a un truc dans les yeux. Faut reconnaître le talent de la mangaka à le faire aussi flippant. Ouais. Et puis Satoko, je reconnais son courage, c'est sûr, mais pour l'instant, je l'ai pas trouvé très attachante en tout cas. Donc j'ai pas trouvé ça inintéressant, c'était pas désagréable à lire, mais ça m'a pas hypé de ouf non plus. Donc je suis pas sûre de continuer. On verra plus tard selon les échos que j'entends un peu du tome 2 peut-être. Pour l'instant je suis pas sûre. On en parlait un petit peu tout à l'heure aussi, une série que j'aime beaucoup, Nodame Cantabile, et du coup comme je vous disais j'ai lu les tomes 4 et 5. Que de progrès dans ce tome. Jusque-là, c'est un peu farfelu. Juste, je repars un tout petit peu en arrière pour vous expliquer de quoi je parle quand même. Nodame Cantabile, on va suivre la vie d'étudiant dans une fac de musique, donc l'équivalent d'un grand conservatoire en fait, avec Nodame. C'est son petit surnom, en vrai elle s'appelle Noda Megumi de son prénom, mais tout le monde l'appelle Nodame. Elle est très douée, pianiste très douée, complètement perchée, et elle s'éprend de son voisin, un senpai, qui s'appelle Chiaki, et qui lui est pianiste, fils de bonne famille, et visiblement voué à tout réussir. Et surtout, lui, son grand rêve, c'est de partir étudier en Europe la direction d'orchestre. Mais pour l'instant, en tout cas au début, il est plus ou moins coincé au Japon parce qu'il a peur de l'avion et du bateau. Situation qui va évoluer beaucoup dans les tomes 4 et 5. Donc, je vais vous spoiler, c'est pas grave. Grâce à Nodame, ses phobies vont plus ou moins disparaître. Donc il se pourrait bien que dans le tome 5, en tout cas, ils s'envolent pour l'Europe et que leurs études se poursuivent là-bas. On remercie Nodame quand même qui a tout donné pour son chéri. Et puis il se trouve que la relation entre les deux évolue beaucoup aussi à ce moment-là. Moi j'ai trouvé que c'était de plus en plus prenant. C'est toujours très drôle, c'est pas incroyablement bien dessiné, mais c'est surtout drôle, c'est très immersif du coup. Bon, moi ça me parle particulièrement parce que j'ai fait ce genre d'études de musique classique à haut niveau, mais même sans ça, je pense qu'on peut apprécier. C'est surtout drôle et puis ça parle énormément de. Là, on est beaucoup dans l'orchestre, dans comment on monte un orchestre, comment on donne un concert, comment tout est peut-être un peu facile quand même pour Chiaki. Bon, non seulement il est fils de bonne famille, donc il s'inquiète de rien, les factures sont payées, et en plus il se fait tout de suite repérer par des journalistes de musique classique. Bon, ça va peut-être un peu vite, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui est important dans le manga, je crois, c'est vraiment la relation avec Nodame, c'est vraiment leur grain de folie à tous, parce qu'ils sont tous timbrés, mais tellement drôles et tellement adorables. Moi, c'est pour ça que je lis Nodame, en tout cas, pour retrouver ce truc-là d'étudiants en musique à fond dedans, à fond dans leur passion, à fond dans leur futur métier et dans des relations très drôles et passionnantes. On continue avec le tome 1 de Glouton et Dragon. Ça se passe dans un monde d'heroic fantasy avec des héros des héros de style RPG qui se lancent à l'assaut de donjons. Donc on va suivre une équipe avec un chevalier, une elfe et un voleur, donc personnage typique de FF ou quoi, peu importe. Et ils vont même être rejoints par un nain
Et le nain, lui, il est expert en cuisine de monstres, c'est-à-dire que les monstres qu'ils vont rencontrer dans le donjon, ils vont les zigouiller, et lui, il va les préparer à manger. C'est un concept quand même. Parce que d'après lui, acheter ou transporter des vivres, c'est inutile de se fatiguer, parce qu'en fait, on peut complètement se nourrir avec les monstres qu'on va zigouiller dans le donjon. Ce qui est assez drôle. Donc au départ, il se trouve qu'ils ont une autre coéquipière qui va se faire bouffer, mais qui apparemment n'est pas encore digérée par le dragon, donc ils auraient un petit laps de temps pour aller la chercher. Ils se pressent pas beaucoup, hein. Le temps doit être suspendu, la pauvre, elle est enfermée dans le bide du dragon. Ça me fait un peu tiquer, mais pourquoi pas. Et pendant ce temps-là, ils vont parcourir le donjon, vaguement pour aller la chercher, mais le fil se perd un peu parce que dès qu'ils ont faim, ils s'arrêtent pour faire autre chose, et les petites quêtes annexes, mais les quêtes annexes sont plus importantes que la quête principale finalement. Et puis ce qui est très drôle, c'est que le nain aussi, non seulement il essaie de cuisiner au mieux, mais en plus il prend beaucoup d'attention euh, aux apports nutritifs de tout ce qu'il va cuisiner. Et c'est très... à chaque fois, on a le petit schéma. Ça apporte ça en gras, ça en lipides, ça en glucides. Et je trouve ça très drôle. Vraiment, je me remarque rien que d'y repenser parce que j'ai trouvé ça vraiment drôle. Ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça devant un manga. Même après Nodame, qui est pourtant bien drôle aussi, mais... non, Glouton et Dragon, c'était quand même vachement plus rigolo. J'ai trouvé les dessins relativement simples, mais très efficaces et quand même bien exécutés. Les personnages, ils sont incroyables, ils sont très attachants, ils sont vraiment chouettes. Et alors voilà, l'humour, sur moi ça marche en tout cas. J'ai beaucoup aimé. Ouais, une jolie découverte. Je pense que c'est typiquement le genre de manga dans lequel on peut piquer un chapitre par-ci par-là. On va pas manger un tome parce que... c'est plus il y a un côté tranche de vie où qu'est-ce qu'on va manger ce midi. Et on part à l'aventure pour aller chercher ce qu'on va manger ce midi. C'est un peu ça, vraiment, on va grignoter des chapitres par-ci par-là. Et j'aime bien le concept, donc comme je vous disais, je me suis déjà commandé le tome 2, donc j'ai bien envie de voir la suite. J'ai relu le tome 1 et lu le tome 2 de You're My Soulmate. Je suis un petit peu mitigée aussi face à Je suis un petit peu mitigée aussi face à cette lecture. C'est pas que ça m'a pas plu. J'ai même plutôt souri par moments. C'est bien fait, vraiment, je reconnais les qualités, mais il y a quelques situations qui m'ont pas beaucoup plu. Je suis pas sûre de continuer, mais je vous raconte quand même de quoi ça parle. Ça parle de Yuki, qui est étudiante, dont c'est un shoujo qui a l'air un peu typique, mais on a quand même des personnages un peu plus âgés que les lycéens. Donc Yuki, elle est étudiante, elle a pas connu l'amour depuis le collège, mais là, elle est décidée, elle se dit que c'est le moment de trouver son âme sœur. La barre est haute, hein. Et elle a sa meilleure copine Sanae qui l'emmène en boîte, en disant c'est en boîte de nuit qu'on rencontre des gens, donc elle y va et elle rencontre Yori, qui est un étudiant dentiste, qui est beau gosse, qui est rond comme une queue de pelle à ce moment-là, pas très agréable du tout. Bon, de fil en aiguille, ils vont quand même se fréquenter. En parallèle de ça, elle va rencontrer un autre garçon qui s'appelle Natsuki, avec qui le courant passe très bien, qui a l'air d'un bon garçon. Et puis grâce à ce Natsuki, elle va retrouver Seno, qui était le garçon qu'elle aimait quand elle était au collège. Et pour qui elle nourrit des sentiments compliqués, enfin l'histoire est pas complètement enterrée. Donc, pour quelqu'un qui avait jamais ressenti quoi que ce soit depuis le collège, en un tome, elle se retrouve au milieu de trois beaux mecs, parce que forcément ils sont beaux tous les trois, sinon c'est pas drôle, et avec vraiment une relation propre avec chaque. Ce qui m'a gêné, c'est qu'il y a quand même des situations qu'on a vues et revues, quoi. Des situations de quiproquo, ça je déteste ça, mon Dieu que ça m'énerve, ça me crispe. Ça je peux pas. Je saurais pas vous dire pourquoi. Vraiment, je supporte pas ce genre d'histoire. Et là, il y a des situations vues et revues. J'ai un peu bu, j'avoue des choses, je m'en rappelle plus le lendemain. Euh, le mec qui est trop beau pour être célibataire, peut-être qu'il a quelqu'un, peut-être qu'il a un amour un peu caché, interdit. Alors ça, on a déjà vu ça 350 000 fois.
la rivale désagréable, mégère et tout, juste parce qu'elle est jalouse et qu'elle voit que potentiellement c'est peut-être l'autre nana que le mec kiffe. Enfin, oh, aïe aïe aïe. Euh, c'est très dommage cette histoire parce que vraiment c'est joli, les dessins sont vraiment jolis. Euh, il y a eu des jolis moments, donc c'est pour ça que je suis pas encore. J'ai pas envie de le jeter non plus, mais je suis pas sûre de continuer pour autant. Voilà le dilemme. Pour finir, ouais, j'ai déjà beaucoup parlé, mais pour finir, j'ai une dernière lecture à vous présenter. On en a parlé vite fait tout à l'heure, je parle de Full Metal Alchemist. Du coup, j'ai lu les 2 premiers tomes. Je m'attendais pas à aimer autant, en fait. Je savais que c'était une bonne série, évidemment qu'elle est très connue. Moi, j'avais jamais eu trop l'occasion. J'ai lu Silver Spoon de la même mangaka, pas du tout le même style. Silver Spoon, c'est de la tranche de vie dans un lycée agricole. C'est très drôle, soit dit en passant. C'est une série que j'ai vraiment bien aimée. Mais là, oui, bon, Full Metal, non, j'avais jamais eu l'occasion. Et puis, bah, je sais pas, là, je me suis laissé tenter. Du coup, je vais peut-être pas vous faire l'affront de vous raconter de quoi ça parle, mais on va quand même... Ah si, j'aime bien. J'aime bien faire les résumés. On va suivre Edward et puis Alphonse Elric, qui sont 2 frères alchimistes, qui vivent dans un monde qui ressemble un peu à l'Europe quand même, dans une ère industrielle où cohabitent science, alchimie dans la vie, euh, dans les villes, dans l'armée aussi, parce qu'on va beaucoup parler de l'armée. Il se trouve que dans leur enfance, Edward il a tenté de ressusciter leur mère avec l'alchimie, mais l'expérience a échoué et ça l'a même privé d'une de ses jambes, parce qu'il y a il y a un système d'alchimie, enfin, vous connaissez le principe, où il faut donner quelque chose pour recevoir quelque chose, et donc ça n'a pas marché, et ça a même très mal tourné, puisqu'il s'est retrouvé privé d'un bras et d'une jambe, et Alphonse carrément de son corps, mais il a réussi à enfermer son âme dans une armure, donc le frangin est encore là, mais bon, leur parcours à eux, ils vont se promener un peu partout, dans l'espoir de trouver la solution pour retrouver leur corps. Faire revivre leur mère, peut-être pas. Je pense qu'ils ont compris que c'était peut-être un peu au-delà de ce que l'alchimie permet de faire. Encore que j'ai lu que les 2 premiers tomes. Je sais pas vers où ça va. En tout cas, leur mission, et c'est très clairement dit, c'est de retrouver leur corps entier. Et bah, honnêtement, j'ai trouvé ça bien fait, quoi. Hyper bien fait, hyper intéressant. Je me suis vraiment laissé happer. Les personnages sont super attachants. C'est très drôle. Il y a une histoire assez sombre quand même. Enfin, il y a des scènes un peu violentes. Mais c'est très drôle aussi par moments. C'est pourtant pas le genre de manga que j'ai l'habitude de lire, mais j'ai été très séduite, quoi. Et puis dans le tome 2, ça a fait que confirmer que il y avait, voilà, il y a un super univers, il va y avoir une grande épopée, très certainement. On en apprend plus, l'histoire, il y a un méchant, bien méchant qui se pointe. Ouais, vraiment, bah, comme je vous disais, j'ai déjà commandé la suite, donc ouais, j'ai été bien séduite. Voilà pour mes lectures, ça fait beaucoup. J'espère que vous aussi, vous avez lu plein de trucs et que vous avez eu des coups de cœur. On finit la vidéo avec un petit point sur les sorties de fin novembre ou décembre qui m'intéressent. J'ai fait le point un peu sur ce qu'il allait falloir que j'achète. Au niveau des séries à jour, dont un nouveau tome sort, le tome 8 d'Akane Banashi sort bientôt. J'ai pas encore lu le 7, mais je suis très contente de pouvoir enchaîner les deux, voire peut-être même de repartir du début, c'est peut-être une idée que j'avais. À voir. On en parlait tout à l'heure, Face aux étoiles, le tome 2 sort. J'ai trop hâte. Ensuite, d'autres séries où je suis pas complètement à jour, mais pas loin, ou alors qu'il faut que je complète petit à petit. Il y a le tome 15 de Sons of Life qui sort, j'adore cette série, j'ai plus ou moins loupé le 14, mais j'achèterai les deux d'un coup, c'est pas grave du tout. Studio Cabana, on en parlait tout à l'heure, le tome 5 sort. Pareil, je crois que j'ai loupé le 4. Je suis très contente de pouvoir en lire deux d'un coup, quel plaisir. Scar and Romance, le 4 sort. J'ai lu que le 1, mais j'ai bien aimé. Fort probable que j'achète toute la suite d'un coup. Korekaite Shine, j'ai bien aimé le 1. Là, c'est déjà le 3 qui sort, donc j'ai loupé le 2 en cours de route, mais c'est pas grave. Encore une fois, je suis prête à acheter les 2 tomes d'un coup pour continuer.
Le tome 5 d'Ansel Sakamichi, j'avais bien aimé les 2 premiers, j'en étais resté là. Est-ce que j'achète tout d'un coup? Le seul truc qui me freine un peu avec cette série, c'est qu'elle a une quarantaine de tomes, je crois que c'est un truc assez large quand même, Ansel Sakamichi. J'ai bien aimé, au point de me lancer dans une grande aventure comme ça, je suis pas sûre, donc je mets de côté un petit peu pour le moment. Le tome 5 de L'Enfant en moi, je suis un petit peu en retard sur cette série. Faut être dans un bon mood quand même pour lire L'Enfant en moi. À voir, je suis pas encore certaine de continuer cette série. Et puis il y a le tome 4 de 36 000 Seconds in a Day. J'avais bien aimé le 1, j'avais trouvé ça assez rigolo. Là c'est déjà le 4 qui sort, donc je suis carrément en retard. Mais voilà, c'est pas une priorité ce manga, on verra plus tard, mais je note que ça continue de sortir. Et puis niveau nouveauté, il n'y a rien qui m'interpelle. Il n'y a pas énormément de sorties en décembre, tout est plutôt sorti là. Octobre-novembre, ça a été assez chargé. Et puis il y a juste un truc qui m'intéresse potentiellement, c'est le coffret avec l'intégrale en 4 tomes de Terrarium. C'est de la même mangaka que Luca Vétérinaire Draconique dont on parlait tout à l'heure. J'ai feuilleté l'autre fois, ça a l'air sympa, et là il y a un joli coffret, donc pourquoi pas. Peut-être me faire un petit cadeau de Noël, moi. À voir. Je sais pas exactement de quoi ça parle, mais j'ai feuilleté, c'est très joli. Donc je vais me renseigner un peu et potentiellement c'est une piste de choses que j'achèterai un jour. Voilà, ça fait pas énormément de tomes, mais c'est déjà pas mal. Euh, de plus, surtout que la plupart des séries dont je viens de parler, il va falloir que j'en achète 2 d'un coup. Donc en fait, si ça fait carrément beaucoup de tomes, je suis pas obligée de tout acheter d'un coup en décembre, hein, on est d'accord. Euh, sur ce, c'est tout pour moi. Je vais pouvoir rendre l'antenne. Si vous êtes encore là, c'est incroyable, je vous félicite. Et puis sinon, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ces derniers temps, ce que vous comptez acheter courant décembre, ce que vous pensez lire courant décembre, ce que vous pensez vous faire offrir à Noël. Ça m'intéresse aussi. On parle de tout ça en commentaire. Je vous souhaite de bonnes lectures et puis je vous dis à bientôt.